Toutes et à tous, c'est pas le bon écran, voici le bon écran. On se retrouve ce soir pour, c'est original, un Twitch. Ouh. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de format en live. Alors je dis un Twitch, mais pas uniquement, parce qu'on va rediffuser cette vidéo. Comme on passe un petit moment ensemble pour vous parler de vampires ce soir, on s'est dit que c'était chouette de la rediffuser également sur notre chaîne YouTube. Donc peut-être vous la regardez en direct sur Twitch, et dans ce cas-là, nous profitons de vos commentaires magnifiques. Et peut-être que vous nous regardez sur YouTube, et dans ce cas-là, nous profiterons également de vos commentaires magnifiques, mais dans les commentaires. Ouais. Et pas en direct, on ne pourra pas réagir. Et ceux qui sont sur Twitch ont pu profiter d'un générique extraordinaire, avec peut-être une musique surprise à l'intérieur, je suis très fier. Et puis les autres, je sais qu'il y a un match de rugby qui a lieu ce soir au moment de l'enregistrement, donc on aura peut-être moins de personnes que d'habitude. Vous êtes déjà 30 quand même à regarder, merci de vous être connectés malgré cet événement anecdotique. Ce soir, nous sommes avec Jube et Jérôme. Bonsoir, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble. Oui. On a essayé de se coincer pendant les vacances et pas moyen. Non, mais c'est entièrement de ma faute. C'est uniquement à cause de Baldur's Gate 3 qu'on n'a pas réussi à faire un Twitch. Il y avait d'autres raisons de calendrier. T'as fait Baldur's Gate 3 Oui. Ah ouais. On n'avait pas de Twitch à faire. Il n'y avait pas de Twitch, on a pexé. Voilà. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup travaillé cet été et j'ai pas fait de soirée jeu du tout pendant tout l'été. Et ça y est, là c'est la rentrée, donc on rattrape le temps perdu ou presque, et on va essayer de faire quelques vidéos. Je vois que je n'ai pas si bien que ça réglé ma caméra où Jube est un peu mordu, mais Jube, vous pouvez le voir. De quoi ? Je tourne comme ça ? Ouais, tu es un petit peu sur le côté, mais la regarde, tu vois, on te voit magnifiquement bien. C'est vrai. Là, t'es mieux cadré. Non, c'est que j'ai mis un t-shirt à la mode. C'est vrai, mais dis donc, complètement. Regarde. Si tu pouvais te rapprocher de l'angle, peut-être, ça serait pas mal. Comme ça, tu serais mieux cadré sur toutes les caméras. C'est mieux. Et on a Mélodie qui ne regarde pas le rugby. Je suis surpris. Il y a une contrepétrie ou... Pas du tout. Non, d'accord. Non. Pas du tout. Non, D'accord. Une assonance. Il n'y a aucune arrière-pensée. Je règle mes caméras là sur cette introduction. On va vous parler de vampires puisque c'est un thème qui est important dans le jeu de société, mais c'est surtout un thème qui a engendré plein d'itérations d'un même jeu. Vous m'avez préparé plein de formats sur un jeu en particulier. Oui. Vampire The Masquerade. Oui, c'est le jeu Vampire la Mascarade. Voilà, en français, on dira comme vous voudrez. Et habituellement, quand on fait nos Twitch, il y a un petit côté, on vous sort un jeu du moment, de l'actu, et puis après, on fait un peu les vieux du Moped Show en disant « Regardez ce que j'ai retrouvé dans mon grenier !» Et puis, on déballe plein de vieilles boîtes pleines de poussière. Et là, pour ce soir, en fait, avec Jérôme, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Enfin, on va faire l'inverse, on va repartir de la base. Ouais. Tu souris d'un air, c'est malin, ou d'un air, ils vont complètement foutu le merdier dans mes diapos. Pas du tout. On va commencer par le premier. Alors, commencer par le jeu de rôle. En fait, on va commencer par le jeu de rôle, qui est un petit peu notre friandise de fin habituellement, mais en fait, on va commencer par le début, par le commencement, là où tout a commencé, ou presque là où tout a presque commencé, parce que peut-être qu'on parlera de la genèse d'un préquel, voire même d'un truc, on se dit « Ah bon, c'était lui ?» Et voilà. Alors, on tient à s'excuser, on va parler de Vampire la Mascarade, qui est une œuvre majeure, qui a été déclinée sous plein de formats, qu'on doit à l'illustre, célèbre et vénérable, et qu'on encense, Mark Rein, point médian Hagen. Ouais. Et Martin... tout de suite ça dénonce, c'est fou. Martin ça. a changé les points de Mark Reinhagen. Alors, c'est le point médian de Mark Reinhagen qui date de 1997. Et voilà. Et à l'époque, quand on parlait du créateur du jeu de rôle, on parlait de Mark Rein.Hagen. Oui, c'est vrai. Il avait c'était un gros point. Parce que maintenant, il y a des points, mais ils sont plus petits. Voilà, mais c'était assez nouveau. Ça nous impressionnait. Et Martin a corrigé les points en mettant. C'est-à-dire que, alors, c'est Aline qui a préparé les fiches, et avant de lancer l'émission, forcément, je regarde un petit peu les fiches. Je me dis que tu sais que ce gros point au milieu d'un nom. Je me suis dit, ça doit être une police de caractère qui transforme les tirets en points. Et j'ai remis des tirets partout. Et voilà, je me fais disputer. Nullement, j'avais pas le droit de faire ça. On a des vieux ouvrages de 1996 avec le Mark Rein.Hagen. Ok. Je suis désolé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis vraiment. Il y a toujours la caméra déportée, vue du dessus. Oui, on a une caméra vue du dessus. Tu veux montrer quelque chose? Voilà. Oui, regardez du papier A4. C'est possible? Oui, on peut montrer du papier A4. Ok, c'est pas mal. Du papier A4. Ouais. On va montrer des choses plus intéressantes que du papier A4. Du format 24-32? Oui, exactement. On va regarder un petit peu. Le premier jeu dont on va parler, donc c'est celui que j'ai montré très rapidement. Oui. C'est le Vampire, on va le dire en français, Vampire la Mascarade. Merci de m'autoriser à dire les choses en français. Et
c'est pas ça. Je suis en train de jongler avec mes caméras. J'ai mon ordi qui a planté, pour tout vous dire, et donc je ne peux pas régler mon petit... Il y a toujours des problèmes avec tous les Twitch. Les gens regardent, ils se disent, mais c'est pas possible, ils ont des soucis à chaque fois. Je peux pas régler mes écrans. Donc je vais être obligé d'appuyer avec ma souris plutôt que d'appuyer avec mon Stream Deck juste à côté pour vous mettre les sous-titres. Oh là là. Ouais, toi aussi. Ouais, moi aussi. C'est bon. Non, rien. Non, vas-y, enchaîne. Vas-y. Ça commence à faire des blagues. J'ai compris un petit peu retardement. Voilà, donc le premier jeu dont on va vous parler, c'est celui-ci, c'est Vampire la Mascarade. C'est un jeu de rôle et c'est un jeu qui a tellement marqué les gens, qui est sorti en 1991, comme vous l'avez vu. Il a tellement marqué les gens qu'il y a eu plein d'éditions. Oui. On est à la 5e, c'est ça? On est à la 5e, mais je vous la montrerai plus tard. Là, c'est un exemplaire de la 3e. Voilà. Et donc, en 91, gros coup de tonnerre dans le monde du jeu de rôle, Vampire sort. Et ça a été un jeu assez marquant, de par son système qui était simple, alors qu'on avait pas mal d'usines à gaz à l'époque. C'était un rôle master. Oui, on fera une émission spéciale dessus. De par son thème qui était déjà contemporain, il n'y en avait pas tant que ça, des jeux contemporains, et on jouait des vampires. Ouais. Donc un thème plutôt, on va dire, mature, je sais pas comment on dit, un peu sensible. Oui, après les vampires, on peut les prendre de plein de façons différentes. Ça peut être rigolo, je suis un vampire, regarde ça. Là, c'était pas trop rigolo. Le mot qu'ils avaient défini, c'était gothic punk. Alors c'était, horror gothic punk, voilà. C'était le gothic punk, et l'idée c'était de jouer, alors à l'époque c'était les années 90, mais on jouait dans un univers moderne, contemporain, dans les villes qu'on connaissait, des vampires, des créatures de la nuit, et qui devaient survivre en buvant du sang, mais également survivre sans se faire prendre par les autorités ou d'autres créatures surnaturelles ou d'autres autorités un peu occultes, inquisition, chasseurs de sorcières, etc. Et pour ça, ne devaient pas faire n'importe quoi et devaient respecter des règles pour pas se faire prendre, et ces règles s'appelaient la mascarade, donc agir un petit peu comme des humains et par derrière faire des aventures, mais des aventures où c'était pas juste on va taper, on va faire ça, etc. Il y avait énormément de politique, d'enjeux, de lutte de pouvoir, de marionnettisme, de pouvoir derrière le trône, et c'était quelque chose d'un peu novateur. Et si on parle de l'ambiance et de l'inspiration, clairement, l'inspiration, c'était en premier lieu Anne Rice, les romans d'Anne Rice. Donc, on pense à Lestat le Vampire, Entretien avec un Vampire, Lestat le Vampire. Et en préparant l'émission, on s'est dit, mais de quand date Entretien avec un Vampire? Martin, de quand date Entretien avec un Vampire? 1991. Nullement. Non, 94. Le roman. Ah, le roman. 1920. Non, je sais rien. Anne Rice, elle est morte il y a quelques mois, il y a assez peu de temps, on en avait pas mal parlé. Et c'est 1976, le premier Entretien Vampire. Aline a eu juste. D'ailleurs, Et il y avait aussi. Par contre, Jurassic Park, c'est 1993. Ah oui, voilà. Mais ça, c'est quand on fera le thème. D'accord. Alors, cherchez pas, on a voulu amener Entretien avec un Vampire ou Lestat. Je l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Jérôme l'a pas retrouvé dans sa bibliothèque. On s'est dit, Aline Laura, on a cherché avant, elle l'a pas retrouvé dans sa bibliothèque. Donc, on avait tous les trois un bouquin d'Anne Rice de la série des sorcières plutôt que du cycle des vampires. Donc, regardez, imaginez qu'il y a marqué Entretien avec un Vampire. Voilà. Donc, c'est Anne Rice qui a vraiment inspiré beaucoup cette ambiance. Et quand c'est sorti, c'est vrai que peu de temps après, les vampires étaient assez à la mode au cinéma également, parce qu'on pense au film. Il y a eu le Dracula de Coppola, il y a eu Entretien avec un vampire, avec Buffy contre les vampires. Alors, mais là, vous avez la date du film Entretien avec un vampire, parce que moi j'étais sur le film en fait au départ, évidemment. Oui. Là, 94. Et là, c'est 94, tu crois? Tu sais pas. Mais non, 94, c'est Forrest Gump. Non, je suis pas sûr, je dis n'importe quoi. Dans le chat, si vous avez 91, Forrest Gump. Je sais plus, je me souviens plus de rien. Voilà. Et donc, pour en revenir, donc on avait cette ambiance de vampire gothic punk dans un univers contemporain avec énormément de politique, de lutte de pouvoir. Et donc ça a plutôt bien marché. Il y a eu 5 éditions, et ça a aussi engendré tout un univers qui s'appelait le Monde des Ténèbres, le World of Darkness, où ils ont repris un petit peu la même mécanique de jeu, mais
en prenant d'autres créatures surnaturelles. Alors donc, c'était la même mécanique, mais c'était le même univers. Le même univers, voilà. Donc, et les antagonistes des vampires, donc on pense aux loups-garous par exemple, peu après on a pu incarner des loups-garous et qui avaient le même genre d'organisation. Donc dans Vampire, ils étaient organisés en clans, très stéréotypés, et puis dans Loup-garou, ils étaient organisés en tribus. Et puis après, il y a eu des changelins, des êtres fés avec les cours d'ombre, des cours de lumière, etc. Les fantômes. Il y a eu les fantômes, Wraith, qui était un petit peu le plus difficile à percevoir. Et puis il y a eu également les mages, et les mages, voilà, très important. Et donc c'est des univers qui cohabitaient. Il n'était pas rare quand on jouait à l'un de jouer à l'autre, et puis de faire des crossovers, de passer de l'un à l'autre. Et ça, durant les années 90, ça a vraiment beaucoup occupé nos tables de jeu. Pour vous donner une idée du phénomène vampire, je vais prendre que le nombre de suppléments vampires. Alors j'ai une petite anti-sèche. En 5 éditions, il y a eu 160 ouvrages en anglais. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. En sachant que c'est que vampire, parce que loup-garou, il y en a peut-être eu, 110, quoi. Aussi, mage également. Oui. Et donc ça a occupé complètement l'éditeur White Wolf, qui s'est un peu créé sur le jeu vampire. Mais ils avaient déjà le plan de développer sur plusieurs univers, et ça l'a occupé pendant pas mal d'années, parce que le jeu, première, deuxième édition. Souvent, la deuxième édition, ça corrige des petits bugs. La troisième édition, c'est l'édition de la maturité. Et ensuite, il y a eu la 4e édition, et là, ça a perdu un peu, parce que l'effet de mode était un peu passé. Surtout, première, deuxième, troisième, c'était un peu la même mayonnaise, et ils modifiaient un petit peu les mécaniques, certaines choses. Avec la 4e, il y a vraiment l'équilibre des forces, des pouvoirs, le lore qui a beaucoup changé. Et puis, ils ont fait un choix. J'ai un peu regardé l'histoire, c'était assez rigolo, parce qu'en 2000... vers les années 2004, ils font un reboot qui s'appelle Vampire le Requiem. Et alors c'est le même éditeur, c'est pas le même univers, enfin ça ressemble beaucoup, mais c'est pas le même truc. Et ça n'a pas franchement marché, quoi. Ça a duré de 2004 à 2016. Et en 2011, ils ont voulu faire l'édition des 20 ans. Donc ils sont revenus sur leur premier corpus, et ils ont fait sur Kickstarter. Donc on voit déjà que Kickstarter est rentré dans l'équation, et ça a super bien marché. Comme la pseudo-édition Reboot n'avait pas trop marché, les gens se sont dit chouette, il y avait l'effet Madeleine de Proust, etc. Oui, ça joue beaucoup. Et c'est ce qui a relancé en fait la 4e édition, parce que du coup ils ont fait Loup-garou, l'Apocalypse 20e édition, Mage 20e édition, etc. Et ils se sont remis à sortir des suppléments. Et c'est qu'en 2018 qu'ils ont décidé de faire une cinquième édition, où là, c'est pas un reboot, mais ils ont un peu fait évoluer le monde. Voilà. L'organisation des clans, ce genre de choses. Et c'est intéressant. Et ils ont aussi complètement changé d'univers graphique, mais on le verra quand on parlera du bouquin. Est-ce que ça a été édulcoré, tout cet univers-là, parce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les mêmes codes qu'en 1991. On a l'impression que dans plein de domaines, on était peut-être plus libre au niveau de la morale et au niveau des mœurs. Est-ce que ça a été édulcoré ? Alors, moi, j'ai pas l'impression, parce que dès le début, ça s'affichait avec un côté un peu mature dans un univers du jeu de rôle où, quand même, il y avait pas mal de trucs un peu Donjons et Dragons, Rollmaster, JRTM, etc. Enfin, des trucs Medfan. Et là, ça se voulait... regardez, on joue dans les années 1990, et avec beaucoup... Enfin, l'image du vampire, il y a toujours un côté séduction... voilà. Un peu sexualisé, c'est sexualisé avec oui, mais alors attends, il peut pas mordre, il peut pas consommer. Dans le mythe, il y a pas mal de choses qui sont comme ça, qu'on peut considérer comme ça, d'autres autrement. Et ça, non, ça a toujours été là dès le début. C'est toujours présent, et on va parler du dernier item, enfin celui qui nous intéresse de l'actu, qui sera Vampire Chapters. Et sur Vampire Chapters, il y a toujours le 18+. Voilà, on verra que les thématiques sont toujours bien là, bien présents. Ce qui a changé, c'est pas du tout les thématiques, parce que ça c'est vraiment resté pareil. Ce qui a changé, c'est les warnings au début du bouquin. Voilà. Donc là ils font vraiment plus gaffe. Il y a la X-card. Enfin, ils ont mis tous les nouveaux outils pour prévenir un peu que des gens puissent être choqués, etc. Donc ça, ils ont blindé ça. Mais
les thématiques sont les mêmes. Et d'ailleurs, ils se sont pris une shitstorm à la sortie de la 5e édition, en 2018, parce que dans un des bouquins, je ne sais plus lequel, ça doit être l'extension Camarilla, où ils ont parlé de... Ils ont intégré des faits d'actualité, parce que comme c'est un jeu contemporain, on parle du monde qui nous entoure, et en Tchétchénie, je crois qu'il y a eu un massacre de gays à un moment qui a été fait, et qui avait été cité dans le jeu, mais comme étant un peu dans l'univers, fait probablement par des vampires, etc. Il y avait un autre vampire qui était clairement pédophile dans l'univère, donc on était dans la fiction, et ils se sont pris une shitstorm, ils ont dû se justifier que non, ils n'étaient pas néo-nazis. Bien sûr, je crois que c'est pas tout à fait ce que dit Gilles, mais il nous en parle un petit peu, il dit qu'il a l'impression quand même que ça a été un peu édulcoré, mais que c'est pas forcément un mal, certains suppléments allaient vraiment loin. Donc il nous parle de dignitaires nazis, effectivement, et toi tu parles de pédophilie, donc on est effectivement... les nazis, c'est toujours un peu difficile à aborder, mais tous les jeux un peu contemporains, ou alors les jeux qui reprennent une histoire invisible. Alors c'est dans Nephilim, on parle beaucoup d'histoire invisible, un autre jeu auquel on a beaucoup joué ces années-là, on en reparlera sûrement. Voilà, il y a le problème du Troisième Reich, de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce qu'on l'aborde, et quelquefois il y a un voile pudique, comment Christine l'aborde aussi. D'autres fois ils mettent franchement les pieds dans le plat, et on vous a dit il y a plusieurs jeux dans le monde des ténèbres, les loups-garous avec les fils de Fenris, c'était, voilà, il n'y avait pas de pincettes, quoi, les participations à une pureté de race, etc. On y allait bien, quoi. Après, sur le côté nazi, je sais pas si ça joue, mais dans les années 2015, c'est Paradox qui a racheté la licence, etc. Et ils sont suédois. Alors je sais pas si ça joue, mais là je vais pas le. Oui. Non, mais parce que, voilà, non, mais il y a pas. Ce qui s'est passé au Svalbard reste au Svalbard. Non, il y a. Enfin voilà, les thématiques. De toute façon, un jeu de rôle, c'est le maître du jeu, en accord avec ses joueurs, qui va développer les thématiques. Donc rien ne lui empêche de parler de ce qu'il veut, de le présenter comme il veut, tant que les joueurs sont d'accord. Alors après, les bouquins, l'inspiration, forcément, en lisant Vampire, on parle de choses horribles. Mais bien sûr. Mais il y a aussi dans tous les univers d'Heroic Fantasy, on l'a vu avec le Seigneur des Anneaux, avec plein d'autres thèmes, parfois des relectures de ce qui a été fait en fonction de l'époque et en fonction des perceptions aussi de ce que l'on sait de l'auteur, qui amène parfois à changer un peu les choses. Ouais, mais là, je pense que c'est difficile de s'en défaire. On parlait d'Anne Rice, qui est un peu à l'inspiration moderne au départ. Et quand on revoit le film Entretien avec un vampire, quand on lit le bouquin, il y a des scènes quand même très dérangeantes vis-à-vis d'enfants. La scène dans l'opéra, en France. Enfin, c'est quand même ça fait partie de la base du mythe, ces histoires de séduction, de où je peux aller, de damnation, parce que quand même le vampire à la base, enfin dans l'univers de Vampire la Mascarade, on les appelle les vampires les fils de Cain, les Caïnites, parce que ce sont les descendants de Cain, le premier qui a été maudit par Dieu, et puis il y a eu les premiers enfants, les antédiluviens, etc. Et tous les vampires de toute façon sont manipulés par les très très anciens, les Mathusalem, qui s'en servent comme de pions, qui se fichent totalement de leur non-vie, etc. Et qui s'affrontent par vampires, par marionnettes interposées, dans une lutte qui s'appelait, dans les premières versions du jeu, le djihad. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Donc on va. Et Gilles nous dit, en fait, c'est la proximité avec l'univers contemporain réel qui est très difficile, complexe à gérer d'un point de vue éditorial. Effectivement, le maître du jeu fait ce qu'il veut, et effectivement, l'univers des vampires de manière générale est très adulte, très sexuel d'ailleurs, comparativement à d'autres univers fantastiques, comme par exemple les Ewoks, qui est beaucoup moins sexuel. Je donne des exemples au pif. J'essaie de voir. Non, mais j'essaie de voir. C'est bon. Après, par exemple, Wicket a fait des choses. Après, dans le jeu Vampire, il y a on va gérer l'humanité de notre personnage. Et elle va plutôt aller à la baisse. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Et donc, du coup, on va jouer des personnages de plus en plus inhumains. Donc, et qui luttent pour. En fait, voilà, c'est des humains qui sont passés vampires, et il y a une bête, enfin la bête qui les habite, enfin qui les anime, il y a des pulsions, ça va les pousser à
chasser, à se nourrir, etc., à faire des choses. Et chaque fois, il faut que leur part d'humanité encore existante les empêche de sombrer dans la folie pour que ça devienne juste des bêtes qui tuent. Et s'ils font ça comme des dégueulasses, en fait, les autorités, les humains vont les découvrir, l'inquisition des chasseurs de sorcières ou d'autres choses. Et voilà, et c'est mal pour la mascarade, le fait de garder secrète autant que possible l'existence des créatures surnaturelles. Ce qui est aussi une problématique qui est difficile pour les jeux contemporains de 1990, je pense au World of Darkness et à Nephilim toujours, on avance sur le pied, c'est que dans les dernières versions post-2010, il faut intégrer le fait que des créatures surnaturelles maintenant, avec des caméras partout, avec des réseaux sociaux, avec des lectures d'ADN, avec des trucs, des IA, NCIS est passé par là, CSI, etc. C'est plus difficile, ils sont souvent obligés de refaire un petit peu le lore pour dire comment ces créatures surnaturelles qui se cachent depuis des siècles arrivent à survivre dans un monde qui maintenant est hyper fliqué, ça a été l'enjeu de la 5e édition en fait. Ils ont rééquilibré les choses pour qu'on garde un côté entre guillemets réaliste. Donc ça c'est quelle édition? C'est la 3e. C'est la 3e. 249 francs. C'est cher, dis donc. Non, mais des heures et des heures. Le rapport temps-prix, c'est improbable. Et ce qui était intéressant, c'est que par exemple, les Français, ils ont développé un supplément eux-mêmes qui s'appelait France. Et je sais pas si vous voyez déjà la couverture, voilà. Et moi, j'ai l'édition censurée. Voilà. Et moi, j'ai pas eu le temps de le récupérer cette semaine parce que sur la couverture, tu veux dire? Oui, parce qu'en fait, il y avait une version qu'on pouvait obtenir en France, en édition limitée, où la petite nuisette de la dame en couverture n'était pas là. Voilà. Et par contre, donc je sais pas si je dois l'ouvrir parce qu'on est sur Twitch. On la vendait en France cette version et aux États-Unis, non, ils l'avaient pas. Donc il y avait deux versions. Et déjà, tu vois le côté un peu sulfureux, où est-ce qu'on pose la limite, il était présent. Et ça, c'est pour illustrer une des grandes forces de Vampire, c'est ce côté contemporain où on pouvait localiser en fait le jeu de rôle là où on habitait. Donc les Français ont fait ce supplément qui a eu le tampon probablement de White Wolf, mais et de François Villon. Et du coup on pouvait jouer, je sais pas si vous habitez à Paris, on pouvait jouer dans les rues qu'on connaissait, etc. Et ça, je pense que ça a été une grande force de ce jeu. On en parlera quand tu parleras du côté grandeur nature. Ça a été, mais bon. Et donc Vampire a été localisé un peu partout, on va dire, mais ils ont aussi fait jouer le côté temps. Temporel, ils ont fait une édition où on jouait au Moyen-Âge, par exemple. C'était Vampire, l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres. Voilà. Et il y a des gens qui sont arrivés dans Vampire par l'âge des ténèbres, parce qu'il y avait ce petit côté un peu médiéval qu'on aimait bien dans le jeu de rôle, et là, on avait, c'est du médiéval avec des vampires. C'était pas vampire médiéval. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le World of Darkness avec Vampire, l'âge des ténèbres. Et c'était très sympa aussi et dépaysant quand on avait connu Vampire avec je vais chasser la nuit dans des boîtes de nuit, et puis de se dire, mais en fait... il n'y a pas de caméra, il n'y a pas vraiment le prévôt, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et voilà, c'était une autre époque et c'était des trucs très 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 sympas. Et surtout, on avait la possibilité de jouer des anciens clans qui étaient désormais disparus. Je pense aux Cappadociens, des choses comme ça. Et les Salubriens, et ça épaississait encore le lore, toute l'histoire qu'ils avaient faite, qui était très complexe avec beaucoup de recherches historiques. Voilà. Et on jouait des personnages immortels, donc forcément nos compagnons pouvaient avoir 200 ans, donc on les retrouvait. Ils ont fait l'âge victorien aussi. Ça, j'y avais pas joué. Et ils l'ont mis aussi à travers tout le monde. Ils ont fait des règles spéciales pour les vampires d'Orient. Ils ont fait des règles pour les vampires d'Afrique. C'était vraiment. Ils ont inondé le marché de suppléments divers et variés. C'était le bon temps. Donc ça, 1996, toujours Marc Rein.hagen. Pardon. Pardon d'avoir corrigé les... J'ai d'autres bouquins, j'ai les versions plus récentes. Alors ça, c'est... Alors là,
feuillettes, tu verras, la mise en page, là on est dans les années 2018. Et donc ça a progressé ou pas? Parce qu'en fait, il y a un charme désuet à l'intérieur qui est quand même sympathique. C'est à la fois un univers très riche et en même temps des illustrations qui font un peu bande dessinée de ces époques-là, en noir et blanc. Et bien là, tu vas avoir un choc. Tu vas avoir un choc, oui, c'est plus le même genre. Ça a été un petit peu controversé. Déjà, Vampire, la mascarpone, tu sens que c'est plus gras qu'à l'époque. Voilà. Et je fais gaffe, hein, je mets pas la vue du haut avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon. C'est bon. Martin, tu nous connais. Justement, je vous connais. J'ai toujours peur qu'ils aient caché à l'intérieur un truc qui n'a rien à voir. Ils ont utilisé dans cette édition beaucoup de photos. Ah ouais, il y a de la photo, ouais. Ils ont mélangé dessin et photo, enfin, voilà. Est-ce que tu sens pas l'essence du gothic punk horrifique dans cette photo? Ouais, c'est un peu plus clean, on va dire. Oui. Là, ils ont embauché des gangs. Des vrais gangs? Ouais, je pense, ouais. Bah oui. Après, c'est rare que tu te fasses des tatouages comme ça sur le crâne. Voilà, donc voilà. C'est plus lisse. Oui, c'est beaucoup plus lisse. Ils ont modernisé la mise en page. Et il n'y a plus ces gros blocs de texte, etc. Oui. Mais du coup, il y a un peu moins de matière. Il y a un peu moins de matière. Là, bon, le jeu moi, j'aime pas trop. Hein. En fait, c'est con, mais je préfère le côté complètement désuet, comme on le disait, de la toute première version, quand on compare. Avec c'est déjà la troisième. Ouais, d'accord, de la toute troisième version, avec ces styles qui sont pas toujours... c'est pas toujours magnifique, c'est pas la question, mais ça crée une atmosphère particulière qui est peut-être liée au fait qu'on a vécu aussi avec ce genre de dessin, d'illustration, et ça nous rappelle des souvenirs d'une époque que là c'est... Voilà. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus Buffy, j'ai l'impression. Ouais, après voilà, ils ont l'édition, elle est assez jeune, hein, parce que c'est sorti en 2018, mais les premiers suppléments sont arrivés en tout cas en France 2020, 2022, etc. Donc c'est pas encore très, je sais pas comment on dit, très consolidé comme. Mais c'est un beau bouquin. Jeu. Attention, voilà. Là je vous donne un avis de goût personnel. Ils ont surtout refondu un petit peu le système en le modernisant, en rajoutant deux, trois petites choses sympas. Non, c'est un beau bouquin. J'imagine que si je commençais, je partirais forcément plutôt vers celui-ci que vers les précédents. Je veux pas passer pour un vieux con. Et il faut dire que les intrigues, ça devenait quand même un peu un peu du n'importe quoi. Le premier Vampire à la fin. Je crois que comme ils ont voulu passer à autre chose avec Vampire Requiem, ils avaient même créé une fin. Ils avaient fait une petite campagne sur la GN. Qui était qui a pas marqué le monde du jeu de rôle, mais voilà. Est-ce qu'on parle des déclinaisons de jeux de rôle? Qu'est-ce que ça a donné après? Ou est-ce qu'on a des trucs encore sur le jeu de rôle? Qu'est-ce que tu as amené? Je vous ai juste ramené une des déclinaisons qui est un peu l'actualité de la gamme en attendant que Loup-Garou sorte à la fin de l'année. Ouais. C'est Hunter. Et si vous trouvez que jouer des vampires... c'est pas très 2023, vous pouvez jouer des chasseurs de vampires. Ah, donc, ça c'est très 2023. Si vous avez été victime d'une agression, ou un membre de votre famille a été agressé par un vampire, et vous voulez vraiment vous venger, il faut jouer à Hunter. D'accord. Hunter, c'est, on va jouer des humains qui ont été peut-être un peu traumatisés par des vampires et qui ont décidé de leur propre chef d'aller leur faire la peau. Alors, donc là, toujours du jeu de rôle. Hunter. Est-ce qu'il y a Rick dedans? Est-ce qu'il intervient? Je ne sais pas. Non, j'ai pas la ref. Non, mais ne relève pas. Quand tu vas comprendre, tu vas. Voilà. Non, tu viens de... Martin, t'as enlevé 8 secondes de ta vie. Je suis vraiment désolé. Bon, on regarde ce livre. Et c'est. Voilà. Et là, on va aller à la chasse aux monstres, clairement. Hein, c'est même un peu Monster of the Week, si on a la référence en jeu de rôle, mais on peut aller tuer des loups-garous, on peut aller faire du Ghostbuster avec. Enfin, c'est vraiment l'autre côté du miroir, quoi. Ouais, c'est un autre genre. C'est mal vis-à-vis des loups-garous, quand même. C'est quand même des protecteurs de la biodiversité, le réchauffement climatique. Est-ce que c'est pas des fluctuations normales du climat? Non, non, c'est le verre qui peut te faire croire ça. Voilà, donc c'est une des déclinaisons et c'est complètement compatible. Les règles ils ont beaucoup plus fait attention, je trouve, sur ces éditions-là à la compatibilité qu'ils l'avaient fait avant. Mais est-ce qu'il y a des loups Céline Dion?
Non, c'est pour relancer le débat. Voilà. J'essaie d'avoir des thèmes. Voilà. Oh là là, on essaie d'apporter un peu de culture dans cette émission. En fait, ce qui, voilà, nous c'est vraiment une période de notre vie où on jouait à beaucoup au World of Darkness, un petit peu sous toutes ses déclinaisons. On a fait des dizaines et des dizaines de tables, des trucs très conceptuels. Au début, tu dis j'ai envie de jouer comme si j'étais un vampire. Puis après, on se dit on va jouer en Égypte, tous en Égypte. Ou alors on se dit on va jouer des très très vieux, ou on va jouer des mages compagnons de Rasputin, ou voilà, on va jouer sur l'île de Skye, et on en a fait plein, et du coup, dans les jeux qu'on va vous présenter, clairement, il y a ce petit côté Madeleine de Proust, et de retrouver un univers qui nous a tellement passionnés pendant des années. Et je t'interromps, puisqu'on a Marie Lorem qui nous dit que Loup-garou et Lucille Dion chantent sous le vampire. Voilà, fallait que je cite cette remarque qui est très pertinente. Merci. Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Ben non, voilà, c'était pour dire ce qu'il y a. On cause jeu de cartes ? Oui, alors, des jeux de cartes. Alors, tu as ramené Djihad, justement. Alors, oui, donc... Djihad est sorti, donc un jeu de cartes, l'adaptation de Vampire la Mascarade, en anglais à l'époque, et vous voyez qu'il y a beaucoup de logos. Alors oui, de poussière. Oui, parce que j'y joue plus depuis un moment, donc je suis allé les rechercher au grenier. On a de la poussière d'origine. Certains grains de poussière datent de 1900. T'en mets plein sur ma table, mais c'est pas possible. Regarde, c'était mon personnage préféré à l'époque dans la première édition. Donc Djihad est arrivé avec les doubles logos White Wolf et Wizard of the Coast. Donc c'est arrivé très peu de temps après Magic the Gathering, quand il y avait la folie Magic the Gathering des années 90. Oui, puis c'est un jeu de cartes à collectionner qui a marqué les gens. Oui. Dans Hunter, je me demandais s'il y avait Rick. Est-ce qu'il y avait Joe dans Djihad ? Djihad Joe, oui. Voilà. Donc, vous voyez la boîte avec la poussière dessus d'époque. Qui a fait ce jeu ? Quel est l'auteur de ce jeu ? T'as gardé la boîte en fait, donc il y a un côté chic aussi d'avoir le matériel. On achetait des displays et après on rangeait les cartes dans une boîte. Pardon, je suis loin du micro. On rangeait nos cartes dans des boîtes. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas beaucoup ressorties, mais voilà. Avec du scotch par-dessus de... Ah ben c'était du scotch à l'époque. Pourquoi tu mets du scotch ? Parce que ça s'abîmait. Ah bah non, c'est pas du tout voilà, abîmé. Regarde, t'as plein de vampires. Et là, vous voyez que ça s'est appelé Djihad dans la première édition, puis après c'était difficile à promouvoir quand même. On fait un truc qui s'appelle Djihad, c'est des vampires, il y a des gens peu habillés sur les cartes. Et du coup, ils ont ressorti très peu de temps après le même jeu qui s'appelait Vampire the Eternal Struggle à la place de Djihad. Il y a juste une carte qui a changé. C'était une carte Gangrel, Camille Devreux. Elle a changé d'illustration et de nom. Et pour la petite anecdote, c'était parce qu'ils avaient repris une photo de Stéphanie Seymour à l'époque sans lui demander les droits. Donc ils ont eu des plaintes. Donc voilà, ils ont dû changer la carte uniquement pour ça. Donc il y avait une carte qui changeait entre les deux. Beast, c'était son père qui n'était pas d'accord, Eric Seymour. Putain, je vous invite. Jane Seymour. Voilà. Donc, un jeu de cartes qui nous a occupé de longues années, parce que c'était idéalement, il fallait jouer à 5. C'est des parties qui étaient très longues, ça pouvait facilement faire 2 heures, avec un système d'élimination. Donc, des fois, il y a un gars, au bout d'une demi-heure, hop, il mourait, et puis regardez les autres finir la partie. Mais bon, c'était une période où il y avait un petit peu moins de jeux que maintenant, et quand on était passionné de vampires, et qu'on retrouvait des illustrations qui nous rappelaient le monde de vampires dans lequel on jouait, on était très contents. Et ce jeu, il est ressorti il y a quelques temps. Oui. Et c'est toi qui l'as, Jérôme. Ouais, c'est moi qui l'ai. Donc, alors là, c'est la dernière édition, la 5e édition. C'est pas la dernière ? Si, oui, mais non. Tu verras. Ah, pardon. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu d'autres boîtes, effectivement, avec d'autres éditeurs. Mais cette édition-là qu'on a reçue au chalet, d'ailleurs, on a eu la chance de la voir. J'y ai pas beaucoup joué, mais j'ai le jeu. Présente des petites boîtes à l'intérieur. C'est une version plus moderne. Ça se voit que j'ai pas beaucoup joué. Il n'est pas très dépunché. Non, mais c'est le même jeu. Voilà. C'est le même jeu. C'est le même jeu, c'est une réédition du même jeu. Voilà, on retrouve le même système. C'est juste que les decks sont tout faits parce que les gens ont peut-être moins de temps pour passer 2 heures à préparer un deck. Mais voilà, c'est le même système. Une des caractéristiques de Djihad, c'est que tu pouvais jouer un nombre infini la même carte. Enfin, la même carte, tu pouvais avoir 12 exemplaires. C'est vrai que dans les jeux à collectionner, donc on pense Magic et compagnie, souvent tu peux jouer 3 ou 4 exemplaires maximum d'une carte. Dans Djihad, c'était la taille de ton deck. Et si tu voulais jouer 15 fois la même carte, tu pouvais. Alors, si tu pouvais jouer 90 fois la même carte, tu pouvais, mais 15 fois la même carte, tu pouvais. Et on avait fait des decks avec 15 fois la même carte. Et c'était bien.
Voilà, pendant ce temps-là, moi je suis en train de chercher. Le petit bandeau. Le petit bandeau qu'on a fait. Non, pas du tout. Non, mais continuez à. Il y a tous les trucs dans le désordre. Ouais, c'est pas lui. Voilà. Oui, donc voilà. Donc ça nous a occupé. On a les écrans à côté, on peut regarder les bandeaux. Bien des années également, avec celui-là. de très belles cartes et de grandes parties. Mais celui-là, peut-être que tu n'as pas fait de bandeau. Si, parce que j'ai déjà regardé juste avant. Okay. Alors, il s'est caché à un endroit secret que je ne retrouve pas. Ouais. J'ai déjà fait tout le tour 2 fois. On va arrêter de le faire. Et puis, on va peut-être parler maintenant de Rivals. Ouais. Bon, retiens que c'est Richard Garfield. Oui, c'est Richard Garfield l'auteur, parce que quand même, c'est l'auteur de Magic. Exactement. Regarde, tu vois, mais qu'est-ce que ça va être ? Et bien en fait, c'était juste un bouquin pour parler du jeu de cartes avec des illustrations en plus et des petites histoires où il te racontait l'histoire des cartes. Ah ouais. Voilà, on vous montre des trucs en plus. Alors il y a ce côté forcément que... On a des collectionneurs avec nous ce soir. Le plaisir aussi d'aller dans sa ludothèque, de regarder un petit peu les livres, les jeux et de les ressortir parce que effectivement il y a peut-être moins le temps de les sortir, il y a moins le temps de jouer à tous ces jeux actuellement. C'était très chronophage des parties de Djihad et c'est plus difficile de le sortir. Et puis il y a cette question qui se pose à chaque fois, c'est tous ces jeux-là que tu m'as dit toi-même, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, en même temps ça ferait mal au cœur de s'en séparer, de ne plus les avoir dans sa ludothèque parce qu'ils sont chargés peut-être pas de parties futures mais de souvenirs des parties passées. Complètement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Parce que moi quand je regarde ma ludothèque, parfois je vois des jeux où je me dis la prochaine fois que quelqu'un touche cette boîte, c'est pour l'acheter ou s'en débarrasser ou j'en sais rien, dans une époque très lointaine, quand il faudra débarrasser la maison parce qu'il se sera passé des trucs graves. Mais pourquoi on les garde ? Et voilà, c'est difficile de s'en séparer. Pour faire des émissions Twitch comme celle-ci. C'est vrai, mais voilà. Il y a une limite de place qui rentre en compte également et qui nous pose question. Après, on n'en fait pas si souvent des Twitch, donc chez nous ça va. mais il y a d'autres jeux qui arrivent, non ? Alors, on va parler de Alors, je range la poussière, ces jeux. Ce sont des reliques, Martin. Mais oui, c'est des reliques, évidemment. Je pense que les historiens des temps futurs auront plein de choses à découvrir chez toi. Possible. Donc on disait, on a moins de temps. Hop, je vous pousse sous la caméra Rivals. Donc ça, c'est un jeu, on avait fait une vidéo l'an dernier, qu'on n'a pas diffusée, cette vidéo-là. Non, elle n'a jamais été diffusée. Parce qu'on j'ai mis beaucoup de temps à la monter, et quand j'ai demandé à l'éditeur derrière, il me dit « Ah non, c'est plus la peine pour celui-ci ». C'est les fameuses vidéos qui sont enregistrées avant l'été, qui parfois posent problème, parce qu'il y a des vacances, vous connaissez ce principe bizarre. Vampire The Masquerade Rivals. Ouais, et donc, tu vois là, il y a le logo World of Darkness. D'accord. Et donc ça, c'était clairement, on retrouve 2-3 mécaniques de Djihad, le grand ancien, mais avec la volonté d'en faire quelque chose de plus court, plus facile à jouer, avec moins de mécaniques compliquées, un pool de cartes moins important, parce que quand il faut s'y mettre et qu'il y a plusieurs milliers de cartes, c'est compliqué, et voilà, quelque chose de plus rapide, qui correspond plus un peu à l'ère du temps, et pas destiné aux grands anciens qui veulent refaire les très très vieilles parties. Donc il y avait une version anglaise, une version française. Je crois que la version française a un petit peu de mal à continuer, donc les derniers suppléments là seront pas traduits. Voilà, donc moi j'aimais bien, j'y joué plusieurs fois. J'ai pris les premières extensions et puis voilà, c'est toujours sympa. Avec des parties plus courte que Djihad, mais c'est vrai, avec un peu moins de profondeur. Et c'est toujours meilleur à 5 qu'à... Tu peux y jouer jusqu'à 4, Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Donc il y a les mécaniques de je tape après ma proie, puis il tape après ma proie en mode killer, que tu retrouves pas. Mais bon, t'es obligé, si tu peux pas avoir la profondeur de Djihad et puis gagner du temps et gagner en simplicité. Et c'est Renegade qui... Non, c'est Matt Ira, c'est pas René qui... Alors oui, l'éditeur c'est Renegade, voilà. Mais le jeu c'est Matt Ira, donc c'est pas Richard Garfield qui est crédité dessus. Ouais. Et Renegade, c'est eux qui ont récupéré l'édition des jeux de rôle en fait. Oui. Pour la Mascarade. Ça a été Modifus à un moment et maintenant c'est Renegade. On parle toujours de Vampire la Mascarade, de qu'est-ce qu'on faisait dans les années 90 quand on avait pas envie de faire une soirée vampire autour de la table. J'avais pas vu le bandeau, je vous mets le bandeau de Rivals en plus. Hop, merci. Je le pose. Poum. Tiens Martin, je te donne ça. Dis donc. Ça a l'air plus ancien. Alors,
Ah, 80, là je dirais 2004. Alors, ceci s'appelle Laws of the Night et puis appartient à la série du Mind's Eye Theater. Et c'était un petit bouquin qui avait l'air de rien, mais qui vous emmenait dans un univers totalement différent. L'idée, c'était d'incarner les vampires qu'on jouait dans un jeu de rôle sur table, de les incarner en vrai, dans une espèce d'ambiance jeu de rôle grandeur nature / murder party. Et dans plein d'endroits à travers le monde, on pouvait jouer à ce qu'on appelait la camarilla, c'est-à-dire se retrouver la nuit pour incarner des vampires en costume qui représentaient les vampires de l'endroit où on vivait. Donc nous, à Besançon, on avait une camarilla pendant plusieurs années où on jouait les vampires de Besançon. Ouais. On se retrouvait dans un bar, dans une cave voûtée, le médiéval. Si vous y étiez, voilà, cœur sur vous. Et puis, on jouait des luttes, des luttes d'influence. On se retrouvait tous les mois, tous les 2 mois, avec une sorte de jeu épistolaire, avec des compteurs, donc des gens qui géraient un petit peu la chronique et qui organisaient tout ça. Et ce qui était sympa, c'est que c'était de dures luttes. Quand c'était à la mode, il y avait ça un peu dans toutes les villes. Donc on allait voir les copains de Strasbourg qui jouaient la camarilla d'Argentoratum. On pouvait aller voir à Annecy, on pouvait aller voir à Paris. Et c'était centralisé, il y avait une fédé. Oui, il y avait une fédération, c'était vraiment organisé, et puis il y avait une chronique nationale qui après se déclinait. Donc c'était très 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 sympa de le jouer, et puis ça, c'était aussi un premier pas vers le jeu de rôle grandeur nature pour ceux qui voulaient passer du jeu de rôle sur table au jeu de rôle grandeur nature en passant par la case « Tiens, je vais incarner mon vampire dans un bar le soir ». Et ça a continué, là, ça doit être la première édition, etc. Ça a été remis à jour dans les années 2000, les règles, etc. Et c'est toujours, il doit y avoir encore quelques centaines de personnes qui font ça en ce moment-là. Oui, donc ça plutôt que de regarder le match de rugby. Le rugby. Là tout de suite, tu veux dire ce soir, il y en a qui le font. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. Il y en a pas, il y a quelques-uns. Et tu dois avoir les mêmes anecdotes que Gilles, le copain qui nous regarde et qui effectivement jouait dans les bars également. C'était du GN caché, dit-il. Ouais, c'est ça. Avec des fois on jouait dans les bars et puis des fois on sortait faire des petites choses dans la rue. Donc c'était marrant parce que on voyait 15 personnes qui sortaient avec des capes et qui montaient, qui faisaient des trucs. Oui, parce que le principe de la camarilla, c'est de se cacher. Enfin, la mascarade. Et là, on vivait le côté, on essaie de se cacher du commun des mortels. Voilà. Et puis aussi, c'était pas mal parce que ça nous amenait à nous intéresser à l'histoire, au passé, au culte de nos vieilles cités françaises. Donc on a fait plein de recherches. C'est une époque où on a découvert plein de trucs sur Besançon, nous de notre côté. Et c'était vraiment sympa. Alors, par quoi on enchaîne maintenant ? Alors, maintenant, on va parler... jeux de société. On va parler, des jeux de plateau, c'est un peu Alors, il y en a quelques-uns aussi. C'est pas un univers qui est si développé que ça, finalement, dans le jeu de plateau, parce qu'on a regardé, nous, on a quand même de très, très belles collections. Et finalement, il y en a plein qu'on a mis de côté, clairement, où ça valait pas le coup de les sortir. Nous, on a énormément... Donc, c'est un univers qui nous tient à cœur, le World of Darkness. Donc, on va avoir pas mal des déclinaisons du World of Darkness dans le jeu de plateau. Si on s'intéresse à tous les vampires, il y a toute la saga Buffy qui a fait plein de jeux. Il y a un Legendary Buffy, il y a le Match en version Buffy. Ça, moi, c'était pas ma génération, donc j'ai pas. Moi, j'ai pas regardé Buffy, donc très souvent au chalet. Je l'ai raté. Moi, c'est pas un truc. Donc très souvent au chalet, c'est une discussion qui revient. C'est la conversation sur Buffy. On parle un peu de Buffy et les gens parlent pendant des heures. Moi, j'ai jamais vu un seul épisode de Buffy. Je suis complètement largué. La seule chose que j'ai vue, c'est l'imagerie. Si tu veux, les produits dérivés, les couvertures de télé 7 jours ou ce genre de choses où clairement ça m'attirait pas spécialement en termes d'imagerie, donc j'ai jamais été jusque regarder. Buffy, c'était une vampire ou une chasseuse de vampires? Je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai pas vu. Je peux pas. Tu me poses des questions sur Buffy. En version française, c'est Bichette. Bichette. Oui, c'est Bichette. D'accord. Dans le film Buffy. Donc on va vous parler de jeux du World of Darkness. Donc on en a quelques-uns. Je vais vous parler. On va pas parler trop jeux vidéo. Renchap nous pose la question sur le chat. Est-ce qu'on va évoquer les jeux vidéo? Il y en a tellement et soyons honnêtes, moi je suis pas très spécialisé. Il y a le Vampire Bloodlines qui est ancré World of Darkness, qui est vraiment sur cet univers, tu veux dire? Oui, sur cet univers. Oui. Mais en fait, le vampire et les jeux vidéo, c'est quand même, le lien est très fort, parce que avant que ce soit Paradox Entertainment ou Interactive qui rachète la licence,
qui rachètent même White Wolf, c'était CCP, ceux qui ont fait EVE Online. D'accord. Quelqu'un l'avait cité dans le chat, j'ai pas retenu le nom, mais on voit qu'il y a des gens bien informés. Et ils avaient racheté White Wolf pour pouvoir développer un MMORPG thème vampire. Ça a été quand même très prisé, très courtisé à une époque. Alors moi, j'y ai pas trop joué, j'ai plus joué à EVE Online, mais donc il y a eu pas mal de déclinaisons. Et je trouve que c'est intéressant Vampire parce qu'on voit que la culture jeu de rôle, la culture jeu vidéo, jeu de plateau, jeu de cartes, etc. C'est le même univers en fait. C'est des acteurs qui travaillent main dans la main parce que le nombre de studios de jeux vidéo qui ont siphonné les créateurs de jeux de rôle pour leur faire leur scénario et leur background, etc. C'est énorme. Alors, Rachel nous dit que c'est des œuvres à regarder Buffy. Je n'ai pas dit le contraire, hein. J'ai juste dit que je ne les avais pas vues, donc j'ai vraiment pas d'avis je connais des gens très dessus. bien qui sont fans de vampires. Oui, c'est juste que moi j'ai raté le coche et que je ne me vois pas m'y remettre. Donc c'est pour ça qu'on ne vous parle pas des jeux de Buffy qui sont sûrement très bien. Et voilà, il y a le Unmatch, comme moi j'aime beaucoup Unmatch. On nous dit sur le héritage que les règles sont abominables, c'est dans les commentaires. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les règles sont vraiment abominables? Déjà, vous voyez qu'il y a ce magnifique logo Vampire la Mascarade qui nous montre que c'est bon, on est bien dans l'univers du World of Darkness. Donc là, dans Vampire Héritage, c'est un jeu Legacy. Donc voilà, attendez-vous à coller des petits autocollants, faire des choses, à jouer en campagne. Ça se commence du temps de l'âge des ténèbres, hein. On commence 1306. En 1306. Et puis on va jouer à différentes époques. Donc on a des plateaux sur lesquels il va y avoir des jauges et on a tout l'univers de vampires. Avec les clans, on reconnaît les La Sombra, les Timish, les Brora, les Gangrel, etc. On incarne un clan avec des personnages, et puis on va aller recruter des humains, des vampires, etc. pour faire une espèce de pyramide de pouvoir. Et c'est là où en fait ça tranche un peu, et puis ça peut surprendre, c'est pour monter des jauges sur des pistes, et essayer d'avoir des majorités, et à la fin de la partie du scoring, essayer de dire j'ai réussi tel objectif. Donc en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est très mécanique, c'est je prends une carte de la rivière, je la joue, et j'essaie de comboter avec ce que j'ai. Ce qui est sympa, c'est de le jouer vraiment en campagne, pour voir évoluer toute la chose. Les règles, alors, c'est peut-être pas les mieux. Nous, ça a été dépioté par Doudou, et puis on avait les errata sous la main. On n'a pas fini la campagne, mais on a déjà passé deux périodes. Voilà, c'est agréable. Moi, ça me faisait très envie en fait quand je l'ai vu passer. Je l'ai pas fait. C'était un Kickstarter à l'époque. Je l'ai pas fait. Je ne savais pas si je pourrais y jouer. Ça peut surprendre parce que c'est pas narratif, c'est mécanique. À mon tour, je prends une carte, je joue une carte et hop, j'utilise une action spéciale. Mais tu vas pouvoir les améliorer tes cartes. Et ça montre bien des vampires qui gagnent en puissance, qui infantent, etc. Voilà. Sauf que en fait, t'en gardes assez peu d'un tour sur l'autre. Elles sont remises dans le paquet et tu te dis, lui, je me rappelle, il y a 50 ans, je l'avais infanté. Et tu peux essayer de le jouer, mais s'il y a quelqu'un qui va le prendre avant ou qui décide de pourrir la rivière, voilà. Donc tu retrouves quand même une filiation, tu essaies de bâtir quelque chose, mais ça reste assez mécanique, et je pense qu'il faut quand même être fan du lore et de se dire ce soir j'ai envie de jouer les toréadors à fond pour que vraiment ça ait de l'intérêt. Donc voilà, donc nous on aime beaucoup. Mais je sais pas s'il y avait pas ce côté Vampire la Mascarade, jeu de rôle à la ferme, voilà, gavez-vous de Madeleine en même temps que vous jouez à ça, je pense pas que ça aurait le même succès. Voilà. Je veux pas vous le survendre. Moi, on adore, mais parce que il est trouvable d'ailleurs maintenant. Tu sais si c'est vendu dans le commerce ou... Il s'est vendu dans le commerce. Oui. Non, parce que comme c'est un Legacy, tu veux pas trop l'acheter d'occasion. Non, mais en fait, il a été retrouvable en boutique. D'accord. Après. Même à Besançon, il a été vendu. Voilà, bon. Après, je sais pas si j'ai vraiment le temps. J'ai vu que c'était Lucas Sigmund, l'illustrateur, qui est également l'illustrateur d'Applejack. Voilà. Je vous donne des petites infos comme ça, pas très intéressantes, mais quand même. On vous parle de ça, mais qu'est-ce que ce truc de foot sur la table? Crime
enquête Il n'y a pas criminelle. le logo World of Darkness. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'ils se sont trompés? Mais il est fou, vous vous dites. Et non, pas du tout. En fait, le Chronicles of Crime, donc il y a eu un Kickstarter qui a bien marché. C'est un jeu d'enquête, d'enquête de détective, qui se joue avec un téléphone où on scanne des QR codes. On doit résoudre une enquête, c'est timé, etc. Je me rappelais plus qu'on avait mis un truc, un monde de jeu dessus. Tu vois, je redécouvre. Bon, on était unanime. On était unanime à l'époque, alors que Trick Track était conquis et Ludovox immersif. Et quand il y avait le Kickstarter, alors là j'avoue, j'ai pas regardé, je sais pas si le scénario spécial qui nous intéresse était dans toutes les versions, uniquement dans le Kickstarter. Mais lors de la campagne, s'ils atteignaient un certain palier, il y avait un scénario spécial de Mark Ryan, point médian, de 1997 à Gun, et on l'a atteint, et il l'a fait, et les gens disaient wouhou. Et quand on le recevait, la version Kickstarter, on avait ce scénario spécial. Alors c'était quoi, Fog of the Vampire ou Vampire in the Fog, je sais plus. Il y avait une histoire de vampire et de fog, et on l'a joué en se disant wouhou. Et je vais pas vous mentir, on était tous d'anciens joueurs de vampires, on a dit pendant la première demi-heure, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la dernière demi-heure, on était conquis. Il s'est passé un truc où on s'est dit waouh, putain, il est fort ce con. Voilà. Donc je sais pas si ça vous fera la même chose. Et mais regarde, le point médian est respecté. C'est Mark Reinhagen avec le point. Ouh, merci pour lui. Donc voilà. Donc Mark Reinhagen nous a sorti un scénar où vraiment, au début, on se dit. Mais dans quoi je suis tombé? Qu'est-ce que c'est que cet attrape-couillon de stretch goal moisi? Et à un moment, tu t'es dit, waouh, il y a un effet méta que, voilà, je veux pas... voilà. Chez nous, ça a super bien marché. Peut-être que chez vous, vous direz, déjà, je sais pas qui c'est ce mec avec un point médian. Voilà. Je sais pas qui c'est Mark Reinhagen. Mais nous, quand on l'a joué, on était dubitatif, puis conquis. Unanime. Super. C'est marqué on était unanime. Oui, on était unanime. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, et je peux pas vous dire s'il se trouve dans la version normale, voilà, en boutique, ou c'était juste pour ceux qui avaient soutenu dès le début avec le Kickstarter, mais ce scénar de Mark Reinhagen mérite d'être là, puisque c'est clairement World of Darkness, et voilà, on s'y retrouve, on revit des choses. Sans qu'il y ait le logo. Sans qu'il... Ben, il doit être sur le scénar en question, je pense. Et puis là, on parle du gros morceau, puisqu'on est toujours dans le World of Darkness. Oui. Donc voilà. Alors, donc là, habituellement, on commence par le jeu d'actu. Bah, là, il va arriver maintenant, parce que vous voyez, il y a eu une construction, il y a eu un build-up. Et puis là, il y a... voilà. Attention, c'est lourd. Je mets le gros plan sur Jupe qui disparaît. Alors oui, je vous fais pas un scriptiste. Non, c'est pas le moment. Non, mais je vous fais pas tomber mon téléphone et on voit que je suis en caleçon. Non, d'accord. Je sais pas si vous avez vu, il y a l'expert du GIEC qui a fait ça. Ah oui. Il est passé partout dans le poste. Non, j'ai pas vu ça du tout. Je vais regarder directement. Mais le fais pas vraiment tomber ton téléphone. Non, c'est un livre. Ah. Oh, attention, tu vas me casser ma table de billard. Je pourrais plus jouer au billard. Regarde Martin ce qu'on t'a amené. Ce que dans le jargon on appelle une putain de grosse boîte. Oh là là, c'est des gros mots tout ça. C'est le jargon. J'ai fait un moins gros zoom. Ouais. Voilà, c'est une grosse boîte. Et les gens ne comprennent pas. Bah t'es pas obligé, mais voilà. Alors, on en cause. Vampire Chapters. Donc c'est pour nous le jeu du moment. Vous voyez qu'il y a marqué Vampire la Mascarade, vous voyez qu'il y a le logo World of Darkness, vous voyez qu'on est en terrain connu, et vous voyez qu'on va passer de bons moments. Donc en terrain connu avec Frédéric Lopez. Non, mais on n'a pas la ref. Bon, voilà, c'est une émission de télé. C'est une blague de la Sombra. Toi, t'as pas la ref à nos blagues. Voilà. Alors, j'ai rangé ça pour que ça tienne tout dans une boîte. Hein. Donc ça, c'est un Kickstarter qui a été lancé par une boîte qui s'appelle Flyos Game, Flyos tout seul. Ils sont québécois. Ils ont développé donc un jeu fortement narratif du World of Darkness qui se passe à Montréal. Le Kickstarter a été lancé en avril 2020. Enfin, moi, j'ai payé mon Kickstarter en avril 2020. Ah oui. Je l'ai reçu en juillet 2023.
Ouais. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire d'il y a 3 ans, j'étais content de le recevoir. Entre-temps, ça a été compliqué, vous savez, le Covid, ma bonne dame, les containers, tout ça. On nous a demandé une petite rallonge qu'on a payée de bon cœur parce qu'ils nous donnaient des cartes avec, et on était contents. Un mort. Tout à fait, tout à fait. C'est incroyable. Ah bah oui, t'as mis des stylos bics dedans. Donc oui. Et on l'a reçu, et depuis qu'on l'a reçu, on est conquis. Donc là, tu vois, j'ai amené la boîte ici. Vous êtes unanime, je regarde... Non, il n'y a pas de logo. Et en fait, moi, si tu veux, là, je vais rentrer chez moi ce soir, il sera peut-être 1h, 2h du matin. Je sais que j'aurai des gens devant ma porte qui sont en train de gratter en disant « Jube, est-ce qu'on peut faire une partie de Vampire Chapters ?» Donc depuis juillet, on a fait... Donc ça, mais là, c'est le même groupe, hein. Vous jouez avec un groupe... Non, il y a plusieurs tables. Moi, j'ai 3 tables. Ah. J'ai 3 tables, et j'ai déjà fait 60 parties. Oh là là. Voilà. Ah donc oui, c'est j'ai l'impression. La question a été posée sur le chat. Curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, nous dit Caducé. Et voilà. Okay. Je crois qu'il est conquis. De quoi ? Oui, alors, mais en même temps... T'as mis du scotch, hein, on voit que tu perds pas les bonnes vieilles habitudes de mettre du scotch sur tes jeux. Surtout les jeux vampires. Oui, les jeux vampires ont du scotch, c'est connu. Alors, oui, je suis conquis. Toutefois, le jeu a quelques inconvénients, hein, on va le dire, enfin quelques défauts. Déjà, il a un défaut pardon, je parle avec mon menton. Je pense qu'il a un défaut qui est plus ou moins inhérent à tous les jeux qui se veulent très fortement narratifs. C'est-à-dire, tu as des kilos de texte, et on veut que quand c'est narratif, ce soit pas tu vas là, c'est le train fantôme de Disney, et puis tu as ton petit wagonnet en forme d'huître qui se tourne en disant regarde, là il y a un fantôme, là il y a un zombie, et tu sors. Faut qu'à un moment, tu as envie de dire moi je veux regarder ce qui se passe là, ou moi je sors du train, je m'en fous de ce wagonnet en forme d'huître, je veux aller là, et puis je pète le mur, et puis je pète ce squelette, et puis hop, je sors du truc, et j'arrive dans l'attraction de Pirates des Caraïbes, et je m'en fous, c'est aussi des vampires. C'est ça qu'on veut. Et donc, il faut que tu aies des arborescences, des choix, et que tu puisses faire 1000 trucs. Ouais. Et donc, ça veut dire que si on a prévu que tu ailles de 1 à 2 à 3, quelque part, ce chemin, il a dû faire moult ramifications. Et c'est très compliqué à faire. Pour avoir essayé de le faire sur certains trucs, quand tu essaies de créer des schémas narratifs en jeu de rôle grandeur nature ou pour d'autres choses, ou de refaire toi-même ton livre dont vous êtes le héros pour une raison inutile et très chronophage, c'est très compliqué de le faire. Et là, sur la quantité de texte, c'est obligé qu'il y ait des botches. Et en fait, tu le retrouves dans tous les jeux très narratifs. Je prends Solomon Kane, je prends Rollmaster Adventures. Chaque fois qu'il y a on va vous vendre un truc super narratif qui s'adapte à vos choix, c'est obligé, on peut pas avoir la perfection. Donc moi j'en suis conscient, il y en a qui vont dire c'est quoi ce jeu de merde, les gens ils sont aigris maintenant en 2023, ils utilisent ce genre de langage. Je sais que ça te choque, Martin, mais voilà, j'ai entendu des gens dire ça. Voilà. Mais moi je suis conscient des défauts, je trouve que par rapport à la quantité de matos, de travail abattu, c'est pas tant. D'autres vont penser que c'est... Voilà. Concrètement, on joue juste avec un errata et BGG ouvert sur une télé à côté, mais... Il y a un errata, l'errata. On a imprimé nos 2 pages d'errata. Au début d'un scénar, il faut se dire, alors on est le scénar 14, alors il y a 3 points, page 19, page 27, où il va se passer ça, et puis on survit. Et sinon quoi ? Non, mais oui. So what ? Voilà, c'est ça qu'on se dit. Donc, nous, si tu veux... En fait, il faut retenir aussi que vous prenez un plaisir dingue sur ce jeu, que vous en êtes à 60 parties. Il y a des défauts, effectivement. Alors, il y a des retards, il y a eu des sous à remettre aussi dans la campagne, tout ça. Oui, je pense on n'est pas... Parce que actuellement, on parle assez régulièrement de jeux qui ont été financés sur Kickstarter et sur lesquels... Assez logiquement, je ne suis pas du tout en train de critiquer les joueurs, mais pas mal de monde râle sur la politique de l'éditeur, sa façon de faire, le retard, les retards de livraison. Et parfois, on nous le reproche même de parler des jeux, comme si, tu vois, c'était coupable. Mais alors, d'une part, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui s'est passé, soyons tout à fait honnêtes, on se renseigne, mais on ne sait pas tout systématiquement. Et puis, d'autre part, il y a le côté ludique dont on a envie de parler. Et ce plaisir que vous avez à faire ces différents jeux, ça serait dommage de s'en passer. Oui. Mais alors, il y a quand même il y a un facteur, on est fan de Vampire, et là, on joue dans Vampire. Enfin, c'est ça aussi. Ouais. On a l'impression on va y jouer là maintenant, là, vraiment de revivre des parties nullement, de jeu de rôle. mais je montre un peu à quoi ça peut ressembler. Parce que tout nous est familier. On se dit, tiens, lui... c'était le clan, il va réagir comme ça. Donc ça, c'est un facteur important. Celui qui ne connaît pas du tout le monde des ténèbres, il va un peu moins bien aimer.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le jeu est très fortement inspiré au niveau des règles de la 5e édition en jeu de rôle. Ouais. Ils ont repris le même nom des disciplines, le système de lancer de dés, c'est le même, etc. Donc Jub est en train de faire une installation. Non, juste, voilà. Pour ceux qui savent, voilà, le simple fait de voir ça, de retrouver une fiche de vampire avec les petits points là, dans les caractéristiques, les compétences, et de dire ah bah tiens, j'additionne ma compétence et ma caractéristique, voilà, je lance des dés. Martin, c'est D10, regarde, avec ce symbole, voilà, donc rien que le fait de pouvoir lancer ça, d'avoir ce genre de choses, de dire j'ai de l'expérience à dépenser, je vais pouvoir cocher mon petit rond là, voilà, c'est un plaisir qu'on retrouve et on retrouve ce côté voilà, jeu de rôle, et on va pouvoir incarner notre personnage, on va pouvoir le faire évoluer, lui acheter des nouvelles disciplines, des nouvelles compétences, monter ses caractéristiques et vivre des aventures. Alors les aventures, à quoi ça ressemble? On a un bouquin de mise en place, de setup, avec une introduction. Puis, en fait, on va avoir comme un livre dont vous êtes le héros, avec, ici, plein de pages, et dedans, on va se promener avec... donc ça, c'est une aventure. Ça, c'est un scénario. C'est un scénario. Voilà. Alors, il y en a des tonnes dedans. Il y en a plus d'une cinquantaine, en fait, de petits livrets comme ça. C'est sympa. Hein, voilà, avec toutes les entrées et avec des schémas et des arborescences de dialogue. Donc il faut voir que pour un scénar où on va peut-être, je sais pas, prendre 1 heure, 1 heure et demie, des fois on a un livret de 250 pages avec tous les choix possibles. J'ai trouvé Sting. Je vous le montre, c'est Sting, c'est complètement Sting. Regardez. Il joue à vampire. C'est un gardien, c'est un agent de sécurité d'un musée. Ah non, là c'est Sting. Ouais. Je suis désolé. Non. Voilà. On peut aussi, alors c'est un mini défaut, mais on peut savoir si le scénario sera orienté bagarre ou sera orienté dialogue en fonction de l'épaisseur du livre. Voilà. Oui, forcément. Ouais. Voilà. Donc on joue des scénarios qui se jouent sur une toute petite map comme ça. Il y en a des kilos vraiment, et on a nos personnages qui sont représentés par des petites figurines. Regardez ça, c'est Jérôme. Tu vois, tu les as pas? De quoi? Oui, c'est barbouillé vite fait pour qu'on puisse jouer, que ce soit bien. Je ne reconnais pas du tout. Tous les autres, ceux qu'on va rencontrer, donc d'autres vampires, les PNJ, les humains qui passent là, sur lesquels on va pouvoir se nourrir, sont représentés par des petits standees, et on a clairement l'impression de remettre ces petits standees comme à Gloomhaven. Ouais. Donc il y en a énormément, et ça incarne, enfin ça représente les différents personnages qu'on va pouvoir aller discuter, pickpocketer, taper, voilà. Et en fonction de nos choix et des multiples ramifications de scénarios, ça va nous amener différentes choses. La trame de scénario de la campagne est vraiment très vaste, avec des ramifications, donc si vous faites qu'une fois la campagne, vous pourrez pas tout jouer. Il y a forcément à un moment, soit tu vas à droite tout droit, soit à droite, soit à gauche, et après pendant 2 ou 3 scénars, t'as pris l'embranchement de droite ou de gauche, et d'où le fait que tu le fasses 4 fois. Alors oui, parce que moi ça me permet de tester d'autres choses. Déjà parce que je peux pas jouer à 12 sur une seule table. Ah oui, puis il y a beaucoup de gens qui attendent dans la porte. Les gens, je vais rentrer, ils gratteront à ma porte, Martin. Tu te rends pas compte. Donc voilà, on a, avec tout notre cheptel d'anciens joueurs de vampires, voilà, on est un petit peu obligé. Moi ça me permet de tester plusieurs scénarios, parce que je me dis tiens, je ferais bien de la thaumaturgie, on doit pouvoir faire des trucs super, ou alors tiens, j'aimerais bien avoir des griffes, ou alors tiens, j'aimerais bien avoir de la présence, et voilà. Ou dominate, ou les deux. Voilà, mais méfiez-vous des la Sombra. Et sinon, voilà, c'est très 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 sympa. On joue avec la version anglaise. Et je sais qu'il y a une version française, l'adaptation a été faite par Funforge, et ils en avaient quelques-uns en vente sur leur site, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de la qualité de l'adaptation en français, parce que nous on joue en anglais, ça nous pose pas trop de soucis, et par contre la version anglaise, l'écriture est vraiment de très très grande qualité. D'accord. Tu sens... Ça vous dingue d'avoir fait une version française sur un jeu comme ça, j'espère qu'ils l'ont bien vendu.
Je sais pas, j'ai pas du tout les infos là-dessus. Ils avaient un stand à Cannes, Funforge, ils présentaient en tout cas le jeu en VO à Cannes. Mais ouais. Alors après, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable en français, à condition que ce soit bien traduit. Oui. Mais la qualité d'écriture... Il y a quelques tournures un peu canadiennes, nous dit-on, dans la version française. Alors Calucé qui regarde donc la... Bah oui, si c'est à Montréal, oui, forcément. Oui. C'est Calucé qui nous suit tout de suite en live sur Twitch. Tu joues avec la version française, toi, du coup? On va pas attendre la réponse de la seconde. Ouais, mais... On peut répondre par contre à Rachouchou Rocket. Jube a bien sûr pris Werewolf. Alors, il y a un Kickstarter sur la suite de ce jeu, c'est ça? Alors, deux choses. Déjà, ils ont lancé cette campagne. Donc ça a pris 3 ans à une vache près pour qu'on soit livré. Ouais. Entre-temps, ils ont ressorti un autre Kickstarter d'un autre jeu du World of Darkness dont on a parlé, qui était Werewolf, donc les loups-garous, donc Werewolf Retaliation. Moi, quand j'étais là et qu'on me redemandait des sous et qu'on me disait « Hey, tu veux pas remettre $300 canadiens pour un autre jeu ?» J'étais un peu en mode je vois. Par contre, j'ai reçu le jeu début juillet. Le lendemain, on jouait. J'avais des gens qui grattaient à ma porte. On a joué toute la soirée. Et puis, avant d'aller me coucher, je leur ai envoyé un mail en disant « Hey, c'est super votre jeu. Je voulais faire ça, mais vous savez, j'attendais d'avoir reçu le jeu. Est-ce que vous allez faire un Let's Pledge ?» Et ils m'ont dit oui. On est content que vous ayez mis le jeu. Vous en êtes où dans la campagne? Et puis voilà, on a un petit peu échangé. Et dès qu'ils ont ouvert le Let's Pledge il y a 2 semaines, ils m'ont envoyé le mail. J'ai renvoyé aux copains et donc maintenant je suis rentré dans le pledge de Werewolf Retaliation parce que j'ai été convaincu par la qualité de leur taf en termes de matos et en termes d'ambiance, de connaissance du lore. C'est-à-dire que tu lis un petit bouquin comme ça, c'est tellement subtil que à la réponse de quelqu'un dans un dialogue, tu dis lui c'est un ventrou, c'est obligé quoi. D'où il me traite comme ça, comme de la merde, voilà, t'es le clan des rois, t'es mieux que moi, t'es né comme ça en fait. Moi je me suis fait à la force de mes... je pensais à quelqu'un d'autre, Martin. Mais voilà. Et donc, oui, j'ai pris le Let's Pledge. Et là, il y a marqué Vampire Chapters, Chapter 1, Montréal. On sait que l'an prochain, ils ont le créneau, la fenêtre pour faire le Chapters 2. Donc, il va y avoir une suite. Et donc, bien sûr, on y sera parce que, voilà, on est convaincus et on voit que... Puis il y avait de la place sur les étagères, donc ça tombe bien. Il y a du boulot. Alors, oui, mais pas n'importe quelle étagère parce que c'est lourd. Ça pèse quand même un allemand. C'est incroyable, là, comme c'est lourd. J'ai peur pour ma table, là. Ça se trouve, on va se retrouver couché par terre avant la fin de l'émission. Juste en ce moment, ou c'est peut-être fini, je sais plus, il y a un match, non, parce que là, il y a un match de rugby et je sais que Jules s'y intéresse. Je crois que c'est 6-5 tout de suite, d'après ce que nous dit Antares. Il y a un autre KS dans le monde de Vampire, c'est Vampire Milan Uprising. Et c'est un jeu dans l'univers de White Wolf qui va se jouer plutôt du côté des vampires européens, mais qui se fait avec le système de la table de jeu Teburu, je sais pas. Voilà, c'est une table de toute façon. Et celui-là, j'ai pas pris parce que, voilà, je sais pas si on n'est pas un petit peu trop captif. Autant certains jeux avec support de l'appli, Le Secret de mon père, c'est super. Descent V3, c'est super. Il y a des jeux comme ça, Destiny, c'est super, ça me gêne pas. Là, j'ai l'impression qu'on passe quand même un cap et j'étais un peu, voilà, pour l'instant, voilà. Donc je vais me priver de celui-ci. Et eux, ils ont le créneau de la Vampire White Wolf de Vampire World of Darkness pour 2003 et 2024 c'est de nouveau Flyos normalement qui nous refait le Chapter 2 et voilà. On y sera. Et oui, donc, qualité d'écriture, génial. Et si vous voulez un exemple, parce qu'il y a des prologues à jouer pour comprendre un petit peu comment ça se joue, les mécaniques de bagarre, les mécaniques de discussion avec plein de choix, avec j'essaie de jauger mon interlocuteur, est-ce que je vais plutôt lui répondre ça ou ça, avec des fois, tu te pourris complètement en lui disant un truc qu'il fallait pas lui dire et t'as perdu le scénar parce que t'as pas su jauger. Et également les mécaniques d'investigation, je recherche des indices, j'essaie de déduire de ce que j'ai trouvé, etc. Elles sont super bien et donc on les joue avec des prologues avec un seul personnage et si vous avez l'occasion de faire le scénario d'introduction du Malkavian, je trouve vraiment que c'est le mieux écrit et pareil, la notion de maturité, là on la retrouve bien, quoi. Donc voilà, il y a marqué 18 ans et plus, parce que il y a des trucs gore, il y a des trucs un peu de fesses, il y a des trucs voilà, c'est contemporain, c'est adulte, c'est assumé et voilà.
Et nous, il y a vraiment une trame autour de Montréal, de l'histoire de Montréal, de l'architecture de Montréal. On est allé googler, aller voir Wikipédia sur des antagonistes et on dit ils sont forts, c'est con. Nous, ça nous parle pas. Donc j'imagine, nous, on a tout le background World of Darkness, on se dit c'est génial. J'imagine des gens qui vivent à Montréal, qui connaissent les bons coins à champignons. Pour eux, ça doit être formidable. Et je pense que idéalement, mais je sais pas si Martin en a le budget, d'aller te le faire jouer pendant une semaine à Montréal, je sais pas si c'est possible. Je vais attendre la version Besançon. D'accord. Parce que là, tout de suite, ce sera plus dans mes cordes. Oui, voilà. Donc, on vous le conseille. Il y a quelques défauts que nous, on accepte parce qu'on est fan et parce qu'on sait que faire un truc narratif avec autant de milliers de caractères, tu peux pas faire un truc parfait. Mais par contre, je vous dis pas que c'est le jeu parfait. Je vous dis juste, pour nous, les défauts, c'est peanuts, quoi. C'est 99% de shoot de plaisir pour 1% il restait un peu de truc dans la seringue, mais on s'en fout. Et pour répondre à Caducé, faut pas parler du prélude de la Sombra à Jube. C'était une catastrophe. Non, mais une catastrophe. Il a fait les mauvais choix, les pires choix qui n'ont jamais été faits, je pense. J'ai rarement été autant humilié de ma vie, ramené à un niveau tel que voilà. Ouais. Donc non, c'était dur à vivre. C'était dur à vivre, vraiment. Il a tellement choqué Jup qu'il parlait aux fesses de son micro. Excuse-moi. Gros, après, je ne sais pas si ça change grand-chose. Bref, c'est le jeu du moment et nous, on vous le conseille. On vous le conseille si vous n'avez pas envie de jouer au jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle est meilleur. Voilà. On a notre expert jeu de rôle qui forcément reste très centré là-dessus. On est tous d'accord pour dire que c'est pas du jeu de rôle, mais dans ce qu'on a joué récemment, c'est un peu les meilleures sensations de jeu de rôle que tu peux avoir avec un jeu de plateau. Ouais. Tout en étant conscient que c'est pas un jeu de rôle. Et il va falloir réussir à enlever tout ça sans faire tomber toute l'installation. Ça va être compliqué. Ça sert les écrans, les fils, les trucs là, les machins. Bah oui, parce que sinon j'aurai pas le score du match de rugby. Okay. Si tu m'enlèves l'écran. Jérôme, tu nous parles de... On arrive sur la fin, tranquillement, parce que maintenant on a quelques jeux de plateau qui vont se rajouter, mais on a parlé du gros du spectacle. On est sur la 3e mi-temps, là, tout de suite. On peut peut-être parler de The Hunger. Alors, The Hunger, c'est un jeu de Richard Garfield. Là, je suis un peu plus au point. Dont on avait parlé précédemment avec Jihad. Et voilà. Oui. Transition. Donc, The Hunger qui est ici, qu'on vous montre pendant que Jules s'amuse à ranger des trucs. De sa grosse boîte, il n'en a plus rien à faire. Là, le reste, ça ne l'intéresse plus, forcément. Alors, on a parlé du jeu. T'as pas 60 parties sur The Hunger? Non. Mais The Hunger, c'est sympa. C'est un petit jeu sympathique. C'est pas le chef-d'œuvre de Richard Garfield. Là, on va pas dire ça non plus, mais c'est un jeu de deck building sur l'univers des vampires, avec une mécanique derrière, qui est très mécanique là pour le coup, parce qu'on peut assez rapidement oublier le thème, mais il est quand même présent dans les illustrations, sur le plateau, c'est très bien fait. C'est Ori Games qui a fait ça. Je crois que c'est eux qui l'ont édité d'ailleurs. C'est une création française. Il y a Renegade dans le coup, parce qu'il y a une relation longue, historique entre Renegade et Ori Games, mais je crois que le jeu a été développé par les Français, par l'antenne française. Et c'est plutôt un chouette jeu. Il y a une extension d'ailleurs qui est sortie. C'est un peu un clan familial. Oui, je trouve. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'avait... Oui, parce qu'il faut revenir. Il y a un aller-retour à faire dans ce jeu. On va aller le plus loin possible et il faut revenir. Il y a un petit côté stop encore. Et on l'avait joué ici, en Célieu. Oui. En Célio d'ailleurs, parce que j'avais des amis Célio à l'époque aussi. Et c'est vrai qu'on s'était dit... Rendez-vous dans 10 ans. C'est un petit peu bizarre les dessins, je sais pas. Et en fait, on était plutôt très satisfait de la partie en disant ça, je pensais que c'était plus simple que ça, mais c'est sympa. Il y a vraiment des choses. C'est pas très lourd. Je pense que les amateurs de gros jeux d'ambiance folle, ils vont pas s'y retrouver. On va être tout à fait honnête. C'est vraiment plutôt un petit jeu. Enfin, c'est l'univers qui est sympa, mais ça reste un deck building léger. C'est ça qu'il faut dire. Je peux te mettre ça là ou faut que je le descende? J'aimerais bien que tu le descendes, parce que là on te voit à moitié. Bordel. Oh là là, c'est incroyablement lourd. Et là, 2000 calories viennent d'être brûlées sous vos yeux ébahis. Heureusement que ton t-shirt est un peu abîmé, Jules. On voit qu'il a servi dans des GN. Monsieur, c'est une relique. Oui, il y en a des reliques.
Alors, je vous mets l'écran quand même de The Hanger, parce qu'on a préparé des diapositives. Si je vous les mets pas, ça sert à rien. Richard Garfield, 2021, c'est pas très vieux, à partir de 12 ans, 60 minutes, c'est un jeu léger. Il y en a d'autres, des petits jeux légers. Qu'est-ce que tu as ramené d'autre ? Vampire pour une nuit. Mais oui, alors c'est assez anecdotique. Je regarde si c'est de ce côté-ci. Non, je crois pas. Il n'y en a pas tant que ça des jeux avec des vampires. Je vais le chercher. Après, si on n'est pas tombé dans la marmite Buffy ou Twilight, c'est vrai que ça nous limite. Parce qu'après, quand il y avait des licences en rapport avec les vampires, ça a été décliné sous toutes les formes. Vampire pour une nuit, normalement tout le monde connaît, c'est Loup-garou pour une nuit, avec un thème vampire, avec une petite règle en plus, où on a, en plus de notre identité secrète, on a une deuxième identité secrète. Franchement, je trouve que ça marche bien. Oui. C'est pas beaucoup plus compliqué que Loup-garou pour une nuit. Voilà. Tout petit jeu, celui-ci, c'est pour le citer, pour le rajouter à la liste. Alors, La Fureur de Dracula. Oui, La Fureur de Dracula. Alors je sais pas, Martin, quand on t'avait envoyé les visuels, on avait mis celui-ci, c'est la version qu'on vous présente, mais non, tu l'as pas. Il y avait la vieille couverture de la première édition en français. Jeu des cartes, etc. Emblématique de l'époque, mais le copain avec qui on jouait à la vieille version, il a déménagé. Donc j'ai juste pu vous ramener celle-ci, qui est une réédition de FFG. Alors La Fureur de Dracula, c'est un jeu très ancien, qui a connu plusieurs itérations. Le principe, c'était un jeu asymétrique, et quand on voit tout ce qu'il y a dedans, quand on voit l'âge qu'il a, on se dit, il y avait déjà pas mal de trucs novateurs à l'époque. C'est bon, tu en sors ? Oui, je pose des trucs un peu partout. J'apprécie. L'idée, c'est qu'il y avait un vampire, enfin un Dracula, qui allait jouer contre plusieurs autres joueurs qui étaient les chasseurs de vampires qui étaient alliés. Et Dracula se déplaçait sur une carte de l'Europe, et il se déplaçait de façon cachée. Et il laissait des pièges et il préparait des plans pour essayer d'infanter de nouveaux vampires pour obtenir son objectif d'avoir un certain score qu'il obtenait en tapant en laissant des pièges pour mettre hors de combat les chasseurs de vampires ou créer des petits vampires, et comme ça il gagnait, et les chasseurs de vampires devaient l'empêcher et le mettre hors de combat. Et tout le sel du jeu, c'était que Dracula se déplacer face cachée et laisser des pièges, et les investigateurs allaient un petit peu au hasard, et puis ils disaient peut-être qu'il est là, on l'a vu passer par là, il s'est peut-être déplacé là, et Dracula utilisait des pouvoirs en disant vous me voyez plus, je me déplace, je passe sous forme de loup. C'était très très sympa à l'époque, il y avait déjà plein de choses. Il y avait un petit côté genre je pars, vous savez pas où je suis, qu'on a retrouvé, toute proportion gardée, c'était plus complexe dans La Guerre de l'Anneau, mais dans La Guerre de l'Anneau, celui qui joue la compagnie, il se cache, et puis c'est seulement à certains moments qu'on se dit en fait j'étais là, je m'étais déplacé de tant de cases depuis la dernière fois que tu m'avais vu. Et il y avait ça dans ce très très vieux jeu. Là il y a la version de 2005, mais c'est encore les années 90 je crois, la toute première édition. Voilà, donc des très très bonnes sensations, un grand ancien du jeu de plateau et asymétrique, et on a fait plein de super parties à l'époque. Il y avait Kevin Wilson en auteur. Kevin Wilson cool. Dans la ressucée de chez FFG, parce que il mettait son épingle. Ma nappe elle est toute froissée avec tous ces gros jeux là, c'est un scandale. Martin, ça c'est un jeu qui va sortir, qu'on nous a laissé, parce qu'on recevait Mandou Games cette semaine, donc on a eu l'occasion on recevait Gaëtan Bojano qui représentait Mandou Games, on a eu l'occasion de découvrir le Dracula versus Van Helsing, qui est signé par des auteurs français, Maxime Rambourg et Théo Rivière, et qui est un petit jeu pour 2 joueurs uniquement, mais très astucieux, très agréable. Alors, on a le plaisir d'avoir des illustrations qui sont sympathiques déjà, puisqu'il s'agit de Weberson Santiago au pinceau. Et à l'intérieur, on a un univers de vampires. Qui a fait l'Auberge Rouge, et puis certaines versions de Coup. Oui, notamment. Là, on le voit tout le temps en ce moment. Weberson Santiago, il sort beaucoup de jeux. Il est très productif, il est très demandé également. Et c'est un jeu dans lequel on va essayer d'occuper. Alors, il y a un système. On voit beaucoup de jeux comme ça maintenant, des jeux pour 2 joueurs uniquement qui sont qui sont à la fois mécaniques, mais la thématique permet de nous initier dedans. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes qui sont cachées de son adversaire, qu'on a devant soi. Des cartes l'une en face de l'autre, c'est-à-dire qu'on a, je sais plus combien, il y en a peut-être 5 ou 6 qu'on a juste devant soi, peut-être 5. Et ces cartes-là,
celle qui est la plus à gauche, elle va correspondre à celle de son adversaire, qui sera pour lui la plus à droite du coup, qui seront révélées à la fin du jeu, et comme dans un jeu de pli, celui qui a la plus forte valeur, ou alors l'atout, va remporter la zone. Donc si c'est le vampire, il va mordre l'un des personnages qui se trouve dans cette zone-là, et on va jouer plusieurs manches, et si le vampire arrive à mordre et à sucer le sang de tous les personnages d'une zone, il remporte la partie. Donc on est sur un jeu d'opposition avec une boîte qui est absolument magnifique. Donc ça vaut vraiment le coup de vous montrer le contenu de la boîte. Rien que pour ça, là, je sens que peut-être des personnes vont être intéressées par l'achat de ce jeu. Vous avez quand même un super beau jeu pour 2 joueurs. Hein. Là, avoir le plaisir d'avoir une édition comme ça, quand on a montré tous ces beaux objets, même les petits jeux peuvent donner lieu à de belles éditions. Alors nous, puis hyper tactique, c'est un jeu de cartes vraiment tactique et très agréable. Nous, on n'a pas encore joué, hein, parce que voilà, c'est tout neuf, mais la nuit est encore jeune. Ah ben voilà, je vais peut-être vous y faire jouer ce soir, surtout que je ne veux pas garder le jeu parce qu'il n'est pas encore sorti, il faut que je le renvoie à l'éditeur, c'est vraiment, il nous l'a laissé pour qu'on puisse faire cette émission, mais on ne va pas le garder, donc si vous voulez y jouer, c'est ce soir. Et donc, tu sais quand est-ce qu'il sort c'est pour la fin d'année, donc je ne sais pas, fin octobre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas très précisément la date, mais c'est pas dans très longtemps. Okay. On aura l'occasion de l'avoir. Et en ce qui me concerne, c'est pas un format qui est sponsorisé, sinon ça serait marqué à l'écran, ne vous inquiétez pas là-dessus. En ce qui me concerne, je vais l'acheter parce que j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Je le trouve vraiment très bon. On est sur du jeu de cartes pour 2 joueurs, avec un matériel qui évoque un peu plus qu'un jeu de cartes. Tu peux jouer avec des gens qui ont les mêmes watts parce que tu as un présenteur de cartes. En fait, c'est le truc. Ce qui explique le succès de Mémoire 44. Hein. Je pense que le Richard Borg à la mécanique, et puis l'édition, et les figurines et le thème, je pense que c'est moindre que l'importance de. J'essaie d'éviter de vous expliquer toutes les règles d'un jeu comme ça, parce que vous allez vous y perdre. De toute façon, on rentre pas dans les détails. Je vous ai juste dit qu'il fallait avoir. C'est comme un jeu de pli, il fallait avoir une meilleure carte que son adversaire pour chaque zone, puisque ça correspond aux différentes zones, mais la mécanique centrale du jeu, c'est on tire une carte, on la regarde, et soit on la défausse et on applique son pouvoir, et les pouvoirs sont assez tactiques, soit on la place à la place d'une autre carte qu'on défausse pour appliquer le pouvoir, et voilà, c'est ça le cœur du jeu, ça s'explique très simplement, c'est nerveux, c'est intelligent, il y a un système qui quand même joue sur la thématique, c'est important, sinon ça vaudrait pas le coup de le montrer. Il y a vraiment ce côté vampire qu'on va mordre, et Van Helsing qui essaye d'empêcher Dracula de l'emporter. C'est pas le vampire qu'on va mordre, j'ai dit ça, hein. J'ai dit le vampire qu'on va mordre, hein. On est d'accord. On peut faire une diablerie. Dans Vampire la Mascarade, c'est une diablerie. Oui, mais... non, on mord les personnes qui habitent dans ce joli petit village. Est-ce que ça fait exactement le même format que Jekyll et Hyde, oui, du coup on sûr. peut les mettre l'un à côté de l'autre pour commencer à faire un petit truc, jouer à 2 très très bien. C'est le même éditeur. Il y a la version 2 de Jekyll et Hyde qui va sortir, mais là on n'est plus sur le thème des vampires, donc, donc celui-ci. Ouais. Mais c'est vraiment un jeu à 2 que j'adore. Et c'est très très bien. La version 2 est coopérative. Ouh, ok. Et je sais plus si celle-là on l'a gardée ou pas. Mais voilà, ça fait partie des sorties de petits jeux de plateau qui valent la peine. Celui-ci, c'est un succès garanti en fait. Il va fonctionner. C'est vraiment très bien. Bon, on va jouer. Est-ce qu'on a fait le tour des jeux sur les vampires ? Nous, de ce qu'on avait apporté, oui. Avec une forte composante World of Darkness, parce que vous avez compris que c'est un univers qui nous tenait à cœur. Et très peu de Buffy, désolé. Mais voilà, parce qu'on connaît pas, pas parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on connaît pas. On peut pas tout connaître malheureusement, et d'ailleurs je ne connaissais pas tout. Moi, en ce qui me concerne, j'étais content aussi de vous écouter, de découvrir la passion que vous aviez pour tous ces jeux de vampires. C'était notre 7e live de la semaine. On a fait beaucoup de lives cette semaine sur la chaîne Un Monde de Jeux, qui pour certains sont rediffusés sur la chaîne YouTube. C'est le cas de celui-ci, on va le rediffuser. Merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce qu'on connaît le thème de la prochaine émission qu'on fera ensemble ? Est-ce que vous avez noté sur des tablettes On a plein de trucs, et nous, on espère qu'il y aura enfin la version française de Falling Sky qui sortira. Pour reparler des jeux coins. On avait déjà tourné une vidéo sur les jeux coins qu'on n'a pas diffusé aussi dans cette fameuse période où on avait trop de vidéos et on s'en sortait plus. Et tu sais, Martin, depuis cette vidéo, j'en ai eu 2 nouveaux de coins. Donc, tu m'en bouches un coin. Déjà obsolète, donc voilà, on attend. Mais on aimerait bien faire celle-là parce que c'est une mécanique, une collection de jeux qui nous tient à cœur. Et sinon, il faut qu'on voit dans les sorties. Il faut qu'on regarde, on essaie de coller à l'actu quand même. Bien sûr, oui. Pour que c'est un intérêt. On avait parlé de Colin Maillard aussi, mais il n'y a pas d'actu tout de suite, je crois. Il n'y a pas de KS ou de jeux sur la mécanique. On va voir ce qu'on reçoit. Si, parce que
tout ce qui est un peu mise à l'aveugle, jeu à l'aveugle, c'est quand même issu du Colin-Maillard. Donc exactement. On fera une émission spéciale sur Colin-Maillard qui sera moins longue, mais sur lequel on aura des choses à raconter. Aussi, ça sera rigolo. Ah oui, que vous regarderez les yeux bandés, évidemment. Ouais. Ça se fait beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir suivi. Nous, il nous reste quelques heures pour regarder la fin du match, ou pour jouer à quelques jeux. Je ne sais pas si je range celui-ci d'ailleurs, parce que peut-être je vous fais jouer directement. Exactement. Bah, oui. On va se lancer dans une partie. Certains nous diraient, mais laissez l'antenne pour voir comment Jube et Jérôme s'affrontent sur ce jeu. On ne va pas le faire parce qu'il faut que je relise un petit peu les effets des cartes quand même. Ça ne va pas être aussi fluide que si je l'avais préparé avant. On vous souhaite une bonne fin de soirée si vous nous regardez le soir. Si vous regardez en replay et que c'est le matin, on vous souhaite un bon petit déjeuner. C'est important, c'est le repas le plus important de la journée, on le dit souvent. Oui, après avec le caca du matin, qui est aussi très important. Ne mange pas son caca. Voilà, c'est pas le genre de chaîne où je fais des vidéos. Voilà. C'est vraiment le moment de se quitter et on se donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne ou sur Twitch. Vous le savez, on fait pas mal de Twitch et notamment on fait des matinales. Donc si vous êtes matinaux, n'hésitez pas à vous connecter à 8h du matin. Vous risquez de nous voir passer le bout de notre nez. Est-ce que vous faites des matinalines? Alors j'ai failli. C'est très bon. Mais c'est pas de moi, ça a été inventé à Cannes. Oui, on en fait le lundi, elle est souvent là, Aline. Puis même d'autres jours également. J'ai failli appeler cette émission Le Réveil Martin. Je me suis dit que c'était complètement con comme titre. Oh non, après les gens se seraient moqués de moi dans la rue. Donc. T'as vu ta rue, Martin? Il n'y a que ta famille. Allez, bonne soirée à tous.